Nous sommes très heureux d'accueillir Didier Roux pour cette deuxième leçon inaugurale. Didier Roux, vous êtes membre de l'Académie des sciences, vous êtes chercheur dans le domaine de la physique et de la chimie, vous avez mené des recherches fondamentales dans le domaine de la matière molle, vous avez lancé 2 startups dans le domaine des biotechnologies. Vous avez été directeur scientifique adjoint chez Ron Poulain. Vous êtes actuellement directeur de la recherche et de l'innovation de Saint-Gobain. Vous êtes aussi président du conseil scientifique de l'École des Ponts. Nous allons vous écouter sur le thème de l'habitat durable. Voilà un thème particulièrement approprié pour de futurs ingénieurs de l'École des Ponts. Vous nous invitez à une découverte des matériaux, des systèmes, des technologies nouvelles dans ce domaine, motivées par les problématiques énergétiques et environnementales. Merci beaucoup pour votre exposé qui sera suivi par un débat nourri avec nos jeunes élèves. Je vous donne la parole. Merci François. Bon, d'abord, je voudrais dire que je suis très heureux de vous accueillir pour votre entrée dans cette école prestigieuse. J'ai vu que vous aviez eu une conférence sur le climat hier, vous en aurez la semaine prochaine sur l'énergie. Donc finalement, l'habitat est bien placé entre les deux. J'ai raccourci un peu des informations que je vous donnais sur le climat et l'énergie compte tenu de ce que vous écouterez dans le futur et de ce que vous avez écouté hier. Mais vous allez voir quand même que ça fait un pont tout à fait raisonnable entre ces problématiques qui ont évidemment un lien. Alors, je vais vous parler effectivement d'habitat du futur. Donc là, vous avez des photos d'habitat du futur, certaines qui correspondent à des projets, d'autres qui correspondent à des réalisations. Voilà, ça c'est à Berlin, quelque chose d'intéressant. Dans le futur, certains d'entre vous participeront peut-être à l'élaboration d'habitat. Alors celui-là, on l'aime bien, Saint-Gobain, hein, bien sûr, c'est un super... voilà. Mais vous allez voir que c'est plus compliqué que ça. Voilà, ça c'est aussi quelque chose d'intéressant. Et donc certains d'entre vous participeront peut-être à l'élaboration de bâtiments de ce type, superbe bâtiment, hein, comme vous le voyez, bien intégré au paysage ambiant. Voilà, et donc ça c'est ce qu'on voit, ce qu'on imagine correspondre à des bâtiments du futur. Alors, en fait, à la fin de ma conférence, vous verrez que je vous parlerai de ça. Alors ça, c'est quoi? C'est l'habitat du passé. Et vous allez voir qu'il y a un lien assez fort entre l'habitat du futur et l'habitat du passé. Et ce lien, on va le retrouver dans la conférence, c'est l'énergie. Et ça viendra limpide au cours de l'exposé. Alors, il y a un autre point qui est important, que j'introduis un peu, c'est que finalement, pourquoi est-ce qu'on construit un bâtiment? Pourquoi est-ce qu'on est ensemble ici? On n'est pas dehors sur la pelouse, mais on est dans un bâtiment. Essentiellement, pour vivre ou travailler de façon plus confortable. Donc le point essentiel qu'il faut garder, j'en parlerai un peu, ça reviendra à la fin de ma conférence, c'est cette notion de confort. Un bâtiment est avant tout pour vivre et travailler de façon plus confortable à l'intérieur qu'à l'extérieur. C'est la fonction la plus importante, la fonction première d'un bâtiment. Et il ne faut pas l'oublier, surtout si certains d'entre vous auront, soit comme architectes, soit comme ingénieurs, à construire des bâtiments. Donc, l'habitat, c'est le confort, et c'est un point extrêmement important, et j'y reviendrai dans la fin. Alors maintenant, l'innovation. Donc comme vous l'avez compris, je suis un chercheur, j'ai passé un certain nombre d'années à travailler et à essayer de trouver des choses, mais fondamentalement, en tant qu'industriel, on cherche à innover, c'est-à-dire à amener des solutions nouvelles, qui sont basées sur évidemment des résultats de recherche, mais des choses nouvelles sur le marché.
Alors, c'est essentiellement pour les raisons que vous allez voir probablement avec Jean Covici la semaine prochaine, mais qui sont fondamentales et que vous avez en tête, des problématiques autour de l'énergie et de l'environnement. C'est pour ça qu'il y a un lien, évidemment, dans ces exposés. Et le changement du monde, vous le savez, vous vivez encore plus que ma génération, et encore plus que les générations précédentes, une époque où le monde se transforme de façon très profonde, liée à l'augmentation, évidemment, du nombre d'habitants de la planète. Et comme j'ai souvent l'occasion de le dire, je pense qu'on a pris conscience que récemment, et quand je dis récemment, c'est il y a guère plus de 10 ans, sur le fait que nous habitons sur une planète de taille finie. La croissance de la population mondiale fait qu'aujourd'hui, l'ensemble des gouvernements, l'ensemble des populations se rendent compte que la taille de la planète, elle est finie, et donc que parce que nous vivons dans un monde de taille finie, eh bien, il va falloir probablement penser et vivre dans le futur différemment que nous l'avons fait dans le passé, où nous pensions être sur une planète où les ressources étaient infinies. Et d'ailleurs, les gens qui font de l'économie connaissent bien ça. Les modèles économiques ont longtemps pris en compte que les ressources étaient infinies, pour se rendre compte maintenant qu'il faut faire rentrer dans ces modèles économiques le fait que les ressources ne sont pas infinies, et c'est une transformation profonde. Alors évidemment, l'exemple le plus flagrant, il est autour de l'énergie, c'est en particulier des énergies fossiles, sur lesquelles est basée la croissance économique depuis une centaine d'années. Cette augmentation exponentielle de consommation des énergies fossiles, qui a un certain nombre de conséquences, dont vous l'avez eu une vue hier, c'est évidemment le fait le plus spectaculaire qui soit passé dans 100 ans, sachant que 100 ans à l'échelle de la planète, c'est rien, et que nous savons tous qu'aujourd'hui, cette croissance, elle est, si ce n'est fini, elle est en passe d'être finie. C'est-à-dire que dans 100, 200, 300 ans, nous aurons à peu près consommé l'ensemble des énergies fossiles de la planète. Et donc, il y a un réel enjeu à passer d'un monde qui a basé son économie sur les énergies fossiles à un monde où cette énergie devra avoir d'autres ressources et d'autres sources, plus exactement, de façon, et c'est ce qu'on appelle la transition énergétique d'une façon ou d'une autre, parce que, quels que soient les modèles, quel que soit ce qu'on peut dire, à l'échelle de centaines d'années, notre consommation d'énergie fossile épuisera l'ensemble des réserves et des ressources de la planète. Alors vous avez vu ça, c'est cette courbe sur la température mesurée de la planète, avec toutes les questions qu'il y a autour de cette mesure, mais qui est une température réelle, hein, même si la température est quelque chose de difficile, c'est quand même la moyenne de toutes les températures, et on sait la mesurer, on sait la calculer, et cette augmentation depuis une centaine d'années, avec le débat que vous avez eu hier sur le fait que, évidemment, voilà, il y a des gens qui sont un peu sceptiques, mais c'est pas grave, voilà, il peut finir noyé ou pas, on verra. L'histoire le dira. Bon, donc vous avez tous conscience que le monde du futur, c'est un monde où il y a à prendre en compte le fait que ces systèmes de sources énergétiques doivent changer et où, quelque part, nous ne devons pas gaspiller ou continuer à gaspiller l'énergie de la façon dont nous l'avons fait probablement dans les sociétés occidentales ces 50 ou 100 dernières années. Et vous avez ici une courbe qui est très intéressante. Alors vous avez ici la population mondiale, mais répartie entre la population urbaine et la population rurale. Alors vous voyez qu'effectivement, depuis les années 50, il y a une augmentation forte de l'urbanisation. On est aujourd'hui au niveau de la planète à peu près à 50% de personnes qui vivent dans le milieu rural encore et 50% qui vivent en milieu urbain. Ce qui n'est pas le cas des sociétés développées comme la France, où évidemment la population rurale a fortement diminué. Alors ce qui est intéressant, c'est les projections de cette courbe à l'échelle de 2050. Et ce qui est encore plus intéressant, c'est ça. Ça veut dire quoi? Et ça, c'est bon pour vous. C'est la chance que vous avez d'avoir choisi cette école. C'est que dans les 50 prochaines années, ou dans les 35 prochaines années plus exactement, on va construire, en termes de villes, autant de villes qu'il a été construites aujourd'hui. Vous vous rendez compte de ce que ça veut dire au niveau de la planète, qu'on va doubler la population en milieu urbain, la population urbaine, dans les 35 années qui viennent. Alors évidemment, ça ne va pas se faire en France. Évidemment, ça ne va pas se faire aux États-Unis. C'est essentiellement l'Asie, avec les deux énormes réservoirs de population que sont la Chine et l'Inde, qui vont être le fait de cette transformation profonde
de l'urbanisation. Donc pensez quand même que dans les 35 années qui viennent, c'est-à-dire finalement votre génération, pendant votre vie de professionnel, eh bien, le nombre de villes va doubler. Le nombre au sens, pas en nombre de villes, en quantité de bâtiments dans des villes, va doubler. C'est pas rien. Alors, pourquoi je vous ai parlé d'énergie? Pourquoi je vous ai parlé de climat? Ben parce que les bâtiments ont une très forte responsabilité dans ces problématiques énergétiques et environnementales. Alors, vous le voyez ici, vous avez ici pour l'Europe la répartition de la consommation énergétique entre trois grands postes, les bâtiments, l'habitat au sens large, l'habitat là où on travaille et là où on vit, les transports et l'industrie. Alors vous voyez que c'est à peu près un tiers, un tiers, un tiers. Alors ce n'est pas tout à fait des tiers égaux, mais enfin, si vous voulez, à l'ordre zéro, c'est un tiers, un tiers, un tiers. On parle de l'Europe, c'est pareil pour les États-Unis. Un tiers de l'énergie est dépensée dans les bâtiments, un tiers est dépensé dans les transports, ferroviaires, voitures, avions, trains, etc. Un tiers est dépensé dans l'industrie, c'est-à-dire pour fabriquer et mettre sur le marché des produits manufacturés. Alors, le bâtiment, c'est un peu plus d'un tiers. C'est en fait 42% pour l'Europe, c'est 44% pour la France. Ça veut dire que dans un pays comme la France, près de la moitié de l'énergie que nous consommons, il est consommé dans des bâtiments pour nous permettre d'être confortables. La moitié de l'énergie. C'est pas rien. Et donc, forcément, dans ces problématiques énergétiques et environnementales, le bâtiment a une responsabilité très forte, d'autant plus, et c'est la courbe suivante, qui est l'évolution des réglementations, là j'ai pris la France, sur la répartition de cette énergie à l'intérieur d'un bâtiment. Alors là, j'ai pris uniquement, on pourrait le faire pour un bâtiment tertiaire, j'ai pris uniquement pour un bâtiment résidentiel, et en particulier une maison. Vous voyez que dans l'habitat ancien, alors l'ordre de grandeur, c'est le métrique, c'est des kilowatts par mètre carré par an. Kilowattheure par mètre carré par an. C'est une énergie par unité de surface et par an. Vous voyez que dans le bâtiment ancien, on est autour de 350 kWh par mètre carré par an de consommation énergétique pour simplement, en France, chauffer pendant l'hiver votre bâtiment. Et puis ça, c'est le gros poste second, c'est la télévision, la machine à laver, les ordinateurs, c'est tout le matériel électrique que l'on peut utiliser. Vous voyez déjà qu'en 2005, alors en 2005 c'était une valeur moyenne, on a fortement amélioré la déperdition énergétique. Et BBC, c'est ce qu'on appelle la RT 2012, c'est-à-dire la réglementation actuelle, bâtiment basse consommation, où là, la partie chauffage est autour de 30 kWh par mètre carré par an. Donc vous voyez déjà par la réglementation que sur le neuf, on a fait un effort fantastique. Après, on pourra rentrer dans les questions sur les conséquences, sur tout ce que vous voulez et ce que vous pouvez savoir sur cet effort. Mais regardez le chemin parcouru. Le problème, c'est qu'il y a moins de 1% de vrais bâtiments nouveaux construits chaque année dans un pays comme la France. Alors, je reviens juste sur un point très important, où j'y reviendrai plus tard. Restons-en là. Voilà l'effort, excusez-moi, voilà l'effort que l'on peut avoir. Alors maintenant, les conséquences de cet effort, c'est quoi? C'est que malheureusement, il y a beaucoup moins de bâtiments nouveaux que de bâtiments anciens et que le taux de renouvellement est de 1%. J'y reviendrai tout à l'heure. Ce que j'ai fait ici, c'est simplement vous indiquer, en termes d'économie d'énergie, ce qui se passerait comme consommation, donc c'est la courbe de tout à l'heure, hein, mais 3 tiers pas égaux, ce qui se passerait si l'ensemble des bâtiments anciens étaient au niveau de la RT 2005. Même pas de la RT 2012, hein, j'en suis pas là. La RT 2005. Quelle serait la conséquence en termes de consommation énergétique dans les bâtiments? Voilà ce que l'on économiserait à l'Europe. Si tous les bâtiments anciens consommaient l'équivalent d'un bâtiment neuf de 2005, en France, on économiserait à peu près autant d'énergie que ce que nous consommons pour le transport ou pour l'industrie. Alors rendez-vous compte maintenant des conséquences. C'est environ 30% de la consommation énergétique totale de la France. Je veux économiser 30% de l'énergie que je consomme. Ok, j'arrête toutes les industries. Je fais comme les Chinois ont fait au moment des Jeux Olympiques.
je ferme toutes les industries, sauf qu'eux, ils l'ont fait autour de Pékin, voilà, vous le faites au niveau du pays, vous voyez les conséquences. Bon, ok, vous pouvez dire aussi, j'arrête tous les transports. Plus de voitures, plus d'avions, plus... Vous voyez les conséquences. Troisième option, vous êtes dans des bâtiments mieux isolés, mieux chauffés, plus confortables. Voilà. C'est juste pour vous montrer que cette économie, non seulement, elle correspond à une masse importante d'énergie, mais évidemment, d'un point de vue social, elle est acceptable. Ce qui n'est pas forcément le cas sur les énergies de transport ou que nous consommons dans le transport ou dans les industries manufacturières. Bon, alors évidemment, je vous ai parlé d'énergie, mais il faut aller un peu plus loin, c'est-à-dire l'ensemble des conséquences qu'a un bâtiment sur ce qu'on appelle le cycle de vie, c'est-à-dire les conséquences environnementales autres, énergie, CO2, mais aussi l'eau, la pollution de l'air, etc. Et c'est ce qu'on appelle l'analyse de cycle de vie. Vous aurez probablement dans le futur l'occasion d'y être confronté. Je veux simplement dire par cette slide que cette réflexion ne s'arrête pas au problème énergétique, elle doit aller jusqu'à l'ensemble des problématiques environnementales. Alors, je reviens sur ce que je disais tout à l'heure. C'est-à-dire qu'en fait, il y a deux mondes sur la planète. Il y a le monde qui a eu sa croissance économique au siècle dernier, et un peu au siècle d'avant, le monde occidental, Europe, États-Unis, Japon bien sûr, et puis le monde qui est en train de vivre ce bouleversement économique de cette croissance, en gros l'Asie, l'Inde, la Chine, mais aussi l'Asie du Sud-Est, l'Indonésie, pour ceux qui connaissent, c'est un très grand pays qui est en plein bouleversement. Et donc, ce poids et cette croissance, le fait qu'elle soit géographiquement délocalisée, pas au même endroit, a des conséquences. Et la conséquence, elle est vraiment pour le bâtiment absolument brutale. La problématique de l'Asie, c'est le bâtiment neuf. La problématique du reste du monde, c'est le bâtiment ancien. Ce n'est pas du tout la même chose. En Europe, aux États-Unis, nous avons une problématique de rénovation. Faire ce que je vous ai dit, faire en sorte que ces bâtiments qui consomment, qui ont été construits il y a des dizaines d'années et qui consomment énormément d'énergie, reviennent à quelque chose de plus raisonnable pour économiser cette énergie et diminuer ce taux de CO2. L'Asie, ce n'est pas du tout ça. L'Asie, c'est le bâtiment neuf qui les préoccupe. Alors maintenant, faites juste ce petit exercice qui va vous mettre les choses et les enjeux en tête. Imaginez que dans 30 ans, cette Chine qui va construire en 30 ans pratiquement autant de villes que l'Europe en a construit dans toutes les années précédentes, même plus, l'Europe et les États-Unis réunis, cette Chine construise des bâtiments économes en énergie. Et plaçons-nous en 2050. Et que l'Europe et les États-Unis restent avec leurs bâtiments anciens. Quand on parle de la ville du futur, personne ne doute que dans 35 ans, quelqu'un qui viendra dans Paris, il verra un Paris qui est très proche du Paris que nous avons autour de nous aujourd'hui. C'est évident. Paris ne va pas être démoli pour reconstruire un Paris avec des bâtiments neufs. C'est une évidence. Si nous ne faisons rien, Paris consommera autant d'énergie dans 30 ans ou dans 35 ans qu'elle en consomme aujourd'hui pour chauffer les habitants et les bureaux qui sont à l'intérieur de la ville. Vous voyez la différence de compétitivité énergétique entre un pays qui aura eu la croissance de ses bâtiments au moment où on se préoccupe de faire des bâtiments neufs économes en énergie, ce que les Chinois ont bien en tête, et des pays qui seraient restés à continuer à dépenser une grande partie de cette énergie qui deviendra de plus en plus difficile d'accès et de plus en plus chère, à continuer à l'utiliser pour chauffer des bâtiments qui ont été construits il y a 100, 150 ans. Vous voyez que ce n'est pas seulement une problématique de confort, c'est aussi une problématique économique importante. Voilà, donc c'est très différent. Alors, juste pour illustrer, vous avez ici le plan, en 2014, le plan du métro de Shanghai. Ben, je vais vous montrer le même plan il y a 20 ans. Voilà. Voilà, c'est juste pour... et pour les gens qui ont l'occasion de voyager en Chine, ou d'aller à Shanghai, c'est encore le plus spectaculaire. Il y a 15 ans ou il y a 20 ans et maintenant, voilà. Ce que je dis, c'est la réalité de ce qui se passe. Ça peut être vu. Alors, bon, je vais passer là-dessus, passer un peu court. Alors, on revient maintenant à ce que je veux essayer de vous faire comprendre, c'est que, et sur la partie innovation, c'est d'abord qu'il faut innover, et deuxièmement, c'est qu'on a besoin d'innovation pour répondre à ces défis,
mais c'est aussi montrer que y a des tas de solutions différentes qui apparaissent et qu'il y a un lien très fort entre le choix du matériau et du système que l'on utilise et les conséquences que ça a en termes de consommation d'énergie, mais aussi en termes de confort. Donc c'est un peu l'idée. Alors ça, c'est évidemment des maisons qu'aime bien Saint-Gobain. Vous en avez une... Voilà, Saint-Gobain, historiquement, est une entreprise verrière. Je dirais historiquement parce qu'aujourd'hui, c'est 10% du chiffre d'affaires qui est fait avec le verre dans Saint-Gobain. Donc j'y reviendrai un peu à la fin, c'est très différent. Voilà, mais nous, on aime bien aussi ça. Voilà, ça isole bien. Voilà, donc on n'est pas... il faut les deux, quoi. Alors, évidemment, isolation. Isolation, donc on va passer vite. Pourquoi faut-il innover dans le monde de l'isolation? Ben parce qu'aujourd'hui, les solutions qu'on a ne conviennent pas. En particulier, ne conviennent pas à la rénovation. Si une ville comme Paris est très difficile à isoler, c'est parce qu'il n'est pas question de mettre 30 ou 40 cm d'isolant à l'extérieur ou à l'intérieur des habitats à Paris. Donc il faut trouver des solutions d'isolation pour le futur qui sont meilleures que celles qui existent. Et meilleures, ça veut dire quoi? Capacité d'isolation aussi efficace sur des épaisseurs bien moindres. Aujourd'hui, un isolant, c'est de l'air immobile. Donc essentiellement, on fait un matériau très très léger qui emprisonne de l'air pour éviter qu'il y ait de la convection. Et c'est ça l'isolant. L'isolant, c'est de l'air. Ça, ce qu'on appelle la conductivité thermique, elle est ce qu'elle est, mais elle, dans les meilleurs isolants de ce type, elle est autour de 30, hein, dans les unités correctes d'isolation thermique. Gardez ce chiffre en tête, ce qu'on appelle le lambda, c'est-à-dire conductivité thermique est autour de 30. Mais il faudrait avoir beaucoup mieux. Il faudrait avoir beaucoup mieux. Or, la physique est un problème. Et pour les gens qui essayent de lutter contre la physique, et en particulier contre la thermodynamique, c'est très, très, très difficile de gagner contre la thermodynamique. J'en ai fait l'expérience plusieurs fois. Alors, il y a deux façons de le faire. Il n'y en a que deux. Ce n'est pas compliqué pour faire mieux clair. C'est soit emprisonner l'air dans des pores qui sont tellement petits que la conductivité thermique du gaz, qui est de l'air, chute. C'est ce qu'on appelle l'effet Knudsen. Lorsque la taille des pores est plus petite que le libre parcours moyen des molécules, à ce moment-là, la conductivité thermique chute et vous pouvez faire baisser la conductivité thermique. C'est les aérogels, les milieux poreux, de très faibles dimensions. Essentiellement, l'exemple typique, c'est les aérogels. Mais les aérogels, aujourd'hui, c'est cher, c'est difficile à mettre en œuvre. Et donc, il y a un enjeu très fort de fabriquer des aérogels pour le monde du bâtiment. Les gens qui y arriveront auront certainement gagné le gros lot. Et puis la deuxième façon, c'est retirer l'air, c'est faire du vide. Parce que le vide, c'est très très bien, ça ne conduit pas à la chaleur. Et c'est ce qu'on fait avec ce qu'on appelle des VIP, des panneaux isolants sous vide, qui permettent de diminuer fortement la valeur de la conductivité thermique. Donc on était à 30 pour les meilleurs, là on est à 4 ou 7. Donc vous voyez, vous pouvez gagner un facteur 5 ou 6 par rapport à la valeur de base qu'on a aujourd'hui. Et donc ça veut dire qu'avec 6 fois moins d'épaisseur, vous isolez de la même façon. Mais là encore, c'est cher, c'est compliqué à mettre en œuvre. Il faut inventer des systèmes, il faut inventer des membranes qui, sur le temps que dure l'isolant, c'est-à-dire 20 ou 30 ans, permettent d'empêcher l'air de re-rentrer à l'intérieur du vide, etc., etc. Il y a encore beaucoup de choses à faire avant d'y arriver. Voilà, et puis des systèmes de mise en œuvre pour faire ça. Alors, dans le cas des vitrages, parce que je vous ai montré les deux extrêmes, une maison vitrée, une maison d'isolant. En fait, vous savez tous qu'on vit dans des endroits où il y a à la fois des murs et des parois vitrées. Pour le vitrage, il s'est passé quelque chose qui est une révolution dont peu de gens ont conscience il y a une quinzaine d'années ou une dizaine d'années, et qui est en train de continuer et de préparer la révolution suivante. Alors, cette révolution, c'est de faire des vitrages qui sont en fait des interféromètres. Un vitrage moderne que vous achetez classique, alors après, achetez du Planiterme parce que c'est Saint-Gobain, mais vous avez le droit d'acheter des concurrents, encore que je ne suis pas sûr. Enfin, voilà. C'est un interféromètre. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on a posé sur ce vitrage, en général, une dizaine, une quinzaine de couches très fines, nanométriques, qui fabriquent un interféromètre, qui fait que, en fait, vous faites un filtre passe-haut et passe-bas, vous laissez rentrer à l'intérieur de la maison la lumière, c'est-à-dire le rayonnement électromagnétique ou l'œil qui réagit avec l'œil, mais par contre, vous empêchez les infrarouges et les ultraviolets de rentrer. Et vous le faites à travers un filtre et à travers un interféromètre, qui est en fait cette succession de couches que vous mettez sur un vitrage. Alors,
pourquoi c'est intéressant? Je décris une des fonctions qui est très intéressante. C'est non seulement, évidemment, quand il fait chaud, ça empêche les infrarouges de rentrer, et donc vous avez moins de chaleur apportée par le rayonnement à l'intérieur du bâtiment, mais inversement, quand il fait froid, ça empêche les infrarouges de sortir. Une maison est chauffée en général autour de 20 degrés. 20 degrés, ça correspond à un rayonnement infrarouge de l'ordre de quelques microns, 6 à 8 microns. Ce rayonnement à 6 ou 8 microns, il passe par la fenêtre. Il passe par la fenêtre si on ne l'empêche pas de passer par la fenêtre. Et en fait, ces couches, elles jouent un rôle de miroir. C'est-à-dire que l'infrarouge qui arrive sur ce vitrage à couches, il est renvoyé, réfléchi vers l'intérieur. Et pourquoi c'est important? D'abord, s'il ne passe pas par la fenêtre, il ne faut pas le remplacer, donc vous économisez l'énergie pour le produire. C'est une partie non négligeable de la déperdition par radiation de la chaleur. Mais aussi, le fait même qu'il revienne vers vous donne une impression de confort supplémentaire. C'est dans le sens inverse ce qu'on appelle l'effet de paroi froide. Si vous avez une paroi qui est froide, elle vous pique votre rayonnement, et à la même température ambiante, vous avez l'impression d'avoir froid. Au contraire, si cette paroi est chaude, elle vous renvoie cet infrarouge vers vous, vous avez une impression de chaleur supplémentaire. Expérience de la terrasse d'un café en hiver, vous pouvez vous asseoir, et avec un chauffage radiant, vous mesurez la température de l'air près de vous, il est à moins 4, 0, quelle qu'elle soit la température autour, celle de l'extérieur. Par contre, vous avez l'impression d'être à 20 degrés, parce que constamment, on vous envoie de la chaleur à travers cet élément radiant. Donc voilà, ce vitrage, il sert aussi à ça, et à améliorer le confort. Alors, deux exemples de matériaux qui sont liés à l'isolation. Ce n'est pas tout à fait la même chose, mais je ne veux pas rentrer dans les détails. Si vous voulez, on peut dans les questions parler de tout ça. Mais deux exemples d'évolution sur des choses que l'on peut contrôler, que j'appelle actifs par rapport au passif. C'est-à-dire que ce n'est pas seulement un truc que l'on met et qui ne bouge pas, mais c'est quelque chose qui va s'adapter en fonction de la contrainte extérieure. Alors, deux exemples. Les matériaux à transition de phase. Alors, qu'est-ce que c'est qu'un matériau à transition de phase? C'est simplement, vous le savez tous, enfin, vous devriez le savoir. Si vous ne le savez pas, c'est que ce n'est pas très bien du tout pour vos enseignants du passé. On va supposer que vous le sachiez. C'est que lors d'une transition de phase, il faut de la chaleur et de l'énergie donc pour augmenter la température du matériau. Mais lorsqu'il passe de solide à liquide ou lorsqu'il passe de liquide à gazeux, dans les cas les plus simples, eh bien, une partie de cette énergie, elle sert à faire la transition de phase. C'est pour ça que quand vous mettez un glaçon dans l'eau, l'eau reste à 0 degré jusqu'à ce que le glaçon est complètement fondu, parce que en fait, la chaleur que vous amenez, elle se transforme non pas en température, en augmentation de température, mais en changement d'état du solide vers le liquide. Donc cette énergie qui est stockée dans la transition de phase, en fait, vous la retrouvez dans le sens inverse. Lorsque votre eau se transforme en glace, elle vous redonne de la chaleur. C'est pour ça qu'un frigidaire, même complètement étanche, même qui marche parfaitement, si vous mettez dedans de l'eau pour le transformer en glace, il va falloir continuer à le refroidir, parce que cette eau qui se transforme en glace va chauffer l'intérieur du frigidaire. Donc, la transition de phase, c'est une façon de stocker de l'énergie, donc de stocker de la chaleur. Dans un sens, ça en consomme, dans l'autre sens, ça en redonne. Eh bien, on peut l'utiliser dans des matériaux pour aider à la thermique d'un bâtiment. Imaginez-vous simplement un mur en hiver, dans la journée il y a du soleil, ce mur en quelque sorte contient des matériaux à transition de phase. Alors évidemment, si c'est un mur solide, il ne faut pas qu'il se mette à fondre et puis ensuite qu'il revienne solide, ça c'est un peu embêtant, mais vous pouvez imaginer comme c'est fait de le mettre dans des microcapsules perdues dans le matériau solide, dans le béton ou dans le plâtre ou autre. Et pendant qu'il y a du soleil, ce matériau passe dans la journée de liquide à solide, il stocke de l'énergie, et quand pendant la nuit il passe de solide à liquide, il stocke de l'énergie, et pendant la nuit il repasse de liquide à solide, il redonne cette énergie. Donc il stocke quand il y a du soleil, il redonne pendant la nuit quand il n'y a pas de soleil, ça permet de décaler et de stocker cette énergie. Alors il existe des matériaux comme ça dans le bâtiment, rarement, difficile à mettre en œuvre pour des tas de raisons. C'est encore quelque chose qu'il faut mettre au point, mais ça marche dans certaines conditions et pas suffisantes, mais ça marche. Autre exemple, là aussi de système dynamique, c'est-à-dire qui s'adapte à des conditions qui changent, les vitrages électrochromes. Donc là, l'objet, c'est d'avoir un vitrage qui change de teinte, qui change de transparence, la transmission change
en fonction de ce que vous décidez. Alors je crois que j'ai un petit film, voilà un exemple en Australie, mais je vais vous montrer un petit film. Alors, c'est parti. Donc là, vous êtes disons dans un bureau, comme un bâtiment comme ici, un jour où en plein été il fait soleil. Donc vous avez beaucoup de lumière, c'est éblouissant, vous êtes à votre bureau, il y a trop de lumière, et puis en même temps vous avez beaucoup d'énergie qui rentre dans la pièce, donc l'air conditionné doit fonctionner. Voilà, parce que le soleil passe dans les vitres. Et bien là, vous pouvez changer la teinte de votre vitrage, le rendre plus foncé, comme ici, et régler parfaitement l'intensité d'un ou de plusieurs de vos vitrages, de façon à avoir un bon équilibre entre la lumière qu'il vous faut naturelle, sans être ébloui, et la quantité de chaleur qui rentre pour économiser de l'énergie de votre air conditionné. Voilà, donc ce vitrage qui change de teinte, on commence à en fabriquer, on a une usine aux États-Unis qui commence à en fabriquer, c'est un nouveau produit, mais c'est le début d'une série d'autres produits. Toutes les propriétés des vitrages modernes que j'ai survolées tout à l'heure, ce qu'on appelle le bas émissif, le contrôle solaire, c'est-à-dire des vitrages qui permettent de filtrer la lumière, imaginez-vous qu'un jour ça puisse être contrôlé et variable. Tout à l'heure je vous ai décrit, en hiver vous laissez pénétrer les infrarouges, en été vous les empêchez de pénétrer. Voilà, des choses comme ça, ça peut être intéressant. Alors un autre exemple, alors cette fois statique pour économiser l'énergie, c'est le puits provençal ou le puits canadien. Alors là, ça consiste à utiliser l'inertie du sol. Vous savez qu'au bout de quelques mètres, très rapidement, le sol est quasiment à température constante, compte tenu de l'inertie évidemment du matériau qui est la terre. Et ce sol, eh bien effectivement, il est à environ, disons, autour de 12-15 degrés. Vous avez tous l'expérience de rentrer dans une caverne, et vous savez que même en été, s'il fait 40 dehors, dans la caverne, il fait 15 degrés, et même en hiver, s'il fait moins 10 dehors, dans la caverne, il fait aussi 15 degrés. Et donc ce sol, il a un rôle d'inertie, de changement de température. Donc vous pouvez utiliser cette inertie du sol de la façon suivante. Alors là encore, j'ai un petit film. Alors je vais vous montrer ce qu'il faut faire. Alors on va commencer par comment ça marche. Enfin, excusez-moi. Voilà. Alors d'abord, il faut mettre une tranchée pour mettre des tuyaux dans le sol. Ensuite, vous mettez des tuyaux. Alors vous allez voir, il faut des tuyaux de fonte de Pont-à-Mousson, absolument. Je vous dirai après pourquoi il faut des tuyaux de fonte de Pont-à-Mousson. Voilà, vous mettez une circulation. Bon, ensuite, vous prenez une maison, vous la construisez, poum, vous fermez et vous plantez des arbres. Voilà, ça marche comme ça, c'est facile. Hein. Alors pourquoi il faut des tuyaux de Pont-à-Mousson? Parce que vous pouvez planter les arbres. Si vous aviez des tuyaux en PVC, vous ne pouvez pas planter les arbres parce que les racines vont rentrer dans le tuyau, casser le tuyau. Donc acheter du tuyau Pont-à-Mousson, c'est de la fonte, c'est plus sûr. Alors comment ça marche? En été, il fait chaud dehors, c'est un échangeur thermique, l'air passe à travers le sol, se refroidit et vous climatisez naturellement votre maison sans avoir besoin d'énergie. Il suffit de prendre de l'air de l'extérieur, de le refroidir par le sol et de le faire rentrer dans la maison. Mais ça marche aussi en hiver, où l'air est froid dehors, et au lieu de faire rentrer dans la maison de l'air froid, vous faites rentrer dans la maison de l'air à plus haute température, donc vous économisez autant la partie chauffage qui correspond à chauffer l'air qui est dans votre maison. Voilà, c'est comme ça que ça marche, c'est pas compliqué et ça marche très bien. Alors, on va maintenant faire évoluer un peu sur des sujets d'innovation dans le monde du bâtiment qui préparent aussi un peu moins, il y a un peu d'énergie dans l'éclairage, et comme vous l'avez vu, ce n'est pas le poste le plus énergivore, mais qui prépare quand même beaucoup de choses sur le confort. Alors l'éclairage aujourd'hui dans le bâtiment est en train de subir une véritable révolution. Alors quand j'ai commencé à faire ce genre de conférence il y a 2-3 ans, c'était à peine perceptible. Et maintenant c'est tout à fait perceptible. Vous avez même une ministre, et non des moindres, qui propose d'équiper tout le monde avec des LED dans le bâtiment. Voilà. Alors je ne sais pas, j'ai pas encore compris qui devait payer, mais c'est manifestement l'idée, c'est que c'est pas nous qui payons. Je ne sais pas comment on peut faire, mais on va y arriver. Alors l'éclairage. Alors d'abord, le premier des éclairages, c'est l'éclairage naturel. Alors l'exemple où nous sommes ici est parfait. C'est un très bon exemple, et comme en général je fais des conférences dans des amphithéâtres, ça marche à tous les coups. Aujourd'hui, il est 11h. Dehors, il y a de la lumière. Nous sommes dans un amphithéâtre et on est en train d'allumer les lumières. Voilà. Exemple de problématique architecturale. Nous sommes dans un endroit où il faut un peu de lumière. Nous sommes en plein jour.
Et on n'a pas de lumière, on a de la lumière électrique. On n'a pas de lumière naturelle, pardon, on a de la lumière électrique. Alors, évidemment, les architectes se préoccupent de plus en plus de ça. Comment faire arriver dans des endroits qui ne sont pas accessibles par des vitrages classiques la lumière naturelle. Et c'est une problématique architecturale de plus en plus forte que d'utiliser de mieux en mieux la lumière naturelle, ça s'appelle le daylighting, et d'avoir des dispositifs qui permettent d'amener cette lumière naturelle, dans la journée bien évidemment, à des endroits où elle est peu accessible. Mais la véritable révolution, elle vient de ça, c'est-à-dire l'apparition de l'éclairage électronique. Vous savez que l'éclairage vient essentiellement d'une production de chaleur qui, en montant à haute température un matériau, un fil de tungstène dans la lampe d'Edison ou un gaz, le plasma dans les lampes à fluo, permet d'émettre de la lumière. Ce sont des systèmes qui permettent de faire 98% d'énergie en énergie thermique, ou 95% dans les meilleurs systèmes, et 2 ou 3% d'énergie sous forme lumière. Donc une lampe, c'est en fait un appareil de chauffage qui éclaire. L'éclairage électronique est fondamentalement une transformation parce que, à terme, ce sera quelque chose qui permettra de rééquilibrer ce dispositif énergétique et qui permettra de fabriquer probablement 30 voire 50% d'énergie sous forme de lumineuse, et même peut-être plus, il n'y a pas de raison théorique à ce que ce ne soit pas plus, et de n'amener que le reste, c'est-à-dire 30 ou 40% ou 50% sous forme de chaleur. Donc un énorme gain au niveau énergétique, mais aussi une énorme souplesse d'utilisation et aussi dans la durée d'utilisation. Alors, en général, je pose une question, je ne sais pas, je ne vais peut-être pas la poser là, mais la réponse est unanime. Dans l'éclairage, les lampes dites basse consommation ont été une catastrophe industrielle. Personne n'a été content, tous les consommateurs que nous sommes, aucun n'est content de la transformation qui s'est passée entre la lampe d'Edison et la lampe dite basse consommation, qui est une lampe fluo. Ça a laissé la place à l'éclairage électronique de façon beaucoup plus rapide que prévu, et les LED dans le bâtiment en sont la preuve. Il y a 10 ans, la vision des industriels des LED, c'était que ça irait dans l'automobile, pour des raisons évidentes, basse tension et adapté à l'automobile, mais que ça serait très long à pénétrer dans le bâtiment. En fait, ça ne s'est pas passé comme ça à cause de la déception liée aux lampes fluorescentes dites basse consommation. Alors, il y a deux sortes de lampes électroniques. Il y a les LED, Light Emitting Diodes, qu'on connaît, que vous trouvez maintenant dans les supermarchés, etc., qui sont des petits dispositifs de jonction de cristaux, en général GaN sur GaN, qui permettent d'avoir un éclairage puissant et de jouer sur la couleur. Et c'est de plus en plus efficace et c'est de plus en plus de moins en moins cher. On est dans un domaine de l'électronique, c'est-à-dire une progression exponentielle du rapport efficacité sur valeur. Et puis, il y a les OLED. Alors les OLED, ça n'existe pas encore, ça va venir. Dans quelques années, on verra apparaître des OLED, c'est encore des prototypes. On voit émerger un tout petit peu d'OLED de temps en temps, mais c'est pour en général le display, l'affichage, c'est pas pour l'éclairage. Mais les OLED dans l'éclairage vont arriver. Et ça sera une révolution supplémentaire et probablement une révolution pour les OLED encore plus adaptée au bâtiment si les recherches qui sont en train d'être poursuivies tiennent leurs promesses. Alors les OLED, c'est quoi ? C'est le premier exemple industriel de ce qu'on appelle l'électronique, l'électronique organique. Hein, vous savez que l'électronique, c'est essentiellement des jonctions solides, bases sur silicium pour une très grande partie. Dans le cas des LED, je vous ai dit que c'était du GaN comme semi-conducteur, mais ce sont des semi-conducteurs, on fait des jonctions, et ces jonctions permettent de régler, évidemment, toute l'électronique basée là-dessus, sur toutes ces jonctions. Ce sont des solides, ce sont des cristaux. On peut faire la même chose avec du matériau organique, c'est-à-dire mettre 2 couches de peinture et avoir une jonction. C'est un rêve des organiciens depuis longtemps. Ça a un certain nombre d'inconvénients, mais ça a énormément d'avantages. Et un des énormes avantages, c'est que, évidemment, mettre 3 couches de peinture, c'est pas pareil que fabriquer 2 monocristaux de petite taille et les mettre correctement ensemble. Autrement dit, ça coûtera moins cher. Et le premier exemple que l'on aura d'application de l'éclairage électronique organique, de l'électronique organique, ça sera les OLED, qui sont effectivement des couches de matériaux organiques qui font des jonctions exactement comme les cristaux de GaN, mais là, ce sont faits avec des matériaux organiques qui sont soit des petites molécules, soit des polymères, qui sont conducteurs, bien évidemment, qui ont des groupes comme il faut au niveau électronique qui permettent d'échanger les électrons.
Alors la grande différence, c'est qu'évidemment, on fait des surfaces qui éclairent, et des surfaces qui éclairent, ben, c'est particulièrement adapté aux bâtiments. Vous pouvez faire des toits qui éclairent, des murs qui éclairent, des sols qui éclairent. Je crois que j'ai quelques photos, voilà. Puis en plus, ça peut être flexible, donc vous pouvez faire des choses rigolotes. Voilà quelques exemples. Voilà. Et puis vous pouvez avoir un intérieur là, très kitsch, si vous avez envie, et avoir, y compris, je crois que j'en ai un, voilà, des choses qui ont été faites. Voilà. Vous pouvez rêver d'avoir tout ce genre de choses, où l'éclairage deviendra partie prenante du matériau. C'est ça l'élément. Ce qu'on ne peut pas faire avec le LED, la LED qui reste un élément supplémentaire pour l'éclairage. Alors, je vais vous parler maintenant, dans ma dernière partie, je vais revenir à la problématique énergétique et des ressources énergétiques qui sont non fossiles pour pouvoir un jour faire cette transition d'une énergie basée sur les énergies fossiles vers des énergies renouvelables. Alors, premier exemple, je vais le prendre dans le cas de Saint-Gobain, dans le cas de la biomasse. Évidemment, la biomasse. Alors, la biomasse, elle n'émet pas de CO2. Mais attention, ça ne veut pas dire que quand vous brûlez du bois ou quand vous brûlez de la biomasse, vous n'émettez pas de CO2. Ça veut dire que si vous avez une gestion de la biomasse correcte, c'est-à-dire vous replantez autant que vous consommez, la consommation en CO2 des plantes est égale à la consommation que vous remettez dans l'atmosphère. Donc, d'un point de vue cycle, sur des échelles de temps qui sont la croissance des plantes, eh bien, il est neutre au niveau émission de CO2. Encore faut-il bien veiller à ce que vous plantiez la même quantité que vous consommez. Et c'est ce que nous faisons, par exemple, au Brésil. Donc le Brésil a un cas un peu particulier parce que c'est un grand pays, mais c'est un pays où il n'y a pas de charbon. Donc partout où les industries utilisent de charbon, au Brésil, on utilise du charbon de bois. La fabrication d'acier, et dans notre cas de fonte, hein, c'est les fameux tuyaux de Pont-à-Mousson que vous allez acheter pour votre pluie climatique, eh bien, au Brésil, ils sont fabriqués non pas avec du charbon, mais ils sont fabriqués avec du charbon de bois. Et donc on a des forêts que l'on replante, que l'on transforme en charbon de bois, qui nous permet de faire avec le minerai de fer de l'acier ou de la fonte dans des hauts fourneaux, en utilisant non pas une énergie fossile, mais une énergie renouvelable, parce que nous replantons, bien évidemment, régulièrement les forêts. Et il y a une gestion, d'ailleurs, assez rigoureuse de ce cycle de la biomasse. Alors, un autre exemple, on essaye de tester, et on a quelques succès à ce niveau-là, l'utilisation de biogaz, de gaz d'origine biomasse, à l'intérieur de nos fours verriers, et on peut montrer qu'on peut utiliser un gaz issu de la biomasse, en partie ou en totalité, dans des fours verriers. Alors, évidemment, la biomasse est une énergie renouvelable intéressante dans les conditions que je viens de décrire, mais la vraie énergie renouvelable en quantité suffisante, c'est l'énergie solaire. Alors, je vais en dire quelques mots. Et d'ailleurs, je vous encourage, puisque c'est un point de confrontation avec mon ami Jean Covici que vous allez avoir la semaine prochaine, où je ne suis pas du tout d'accord avec ce qu'il dit sur le solaire. Il va vous dire, posez-lui la question, il vous le dira. Vous ne lui dites pas que c'est moi qui vous ai dit de lui dire, hein, surtout pas. Parce que, enfin, si vous lui dites, il le saura. Mais, bon. Mais lui, il dit c'est trop cher. En fait, voilà, c'est pas vrai. Ça ne marche pas comme ça, l'évolution. Le nucléaire, dans les années 60, était trop cher. Donc il y a un moment donné où il faut, c'est le but, voir dans l'avenir. Alors dans l'avenir d'ailleurs, voilà un monsieur qui voyait dans l'avenir, mais lui par contre il s'est un peu trompé de sens. Heureusement que Edison n'a pas mis tout son argent dans le solaire, parce que le temps que ça a pris pour que ça devienne rentable fait qu'il aurait perdu beaucoup d'argent. Mais ça, il a fini par avoir raison. Bon alors voilà, une pile photovoltaïque, c'est un peu l'inverse de mon OLED, ou de ma LED. J'envoie de la lumière, je récupère de l'énergie. Au lieu d'envoyer de l'énergie, je récupère de la lumière. Voilà. Donc c'est fantastique, le monde de l'électronique, ça marche dans les deux sens. C'est intéressant. Alors, juste pour vous fixer les ordres de grandeur. Alors, évidemment, ce que je mets là, pour des tas de raisons, ne correspond pas ni à la réalité, ni au potentiel de réalité. Mais c'est quand même important de le savoir. Vous prenez la France et vous posez la question, toute l'énergie électrique que nous consommons, quelle surface de panneaux photovoltaïques faudrait-il mettre sur le territoire français pour produire autant d'électricité? Alors j'arrête tout de suite, on ne le fera pas. On ne le fera pas parce qu'il y a un gros problème derrière, c'est qu'on ne sait pas stocker l'électricité. Et que c'est d'ailleurs un des grands enjeux du futur, c'est le stockage de l'électricité. Et j'espère que vous serez plusieurs à vous intéresser à ce problème-là, parce que c'est un des grands défis des 30 prochaines années, c'est le stockage de l'électricité. Mais admettons qu'on sache stocker l'électricité, combien faudrait-il de panneaux solaires pour produire en électricité solaire autant que nous consommons en France d'électricité? Eh bien, il faut faire ça. Évidemment, on ne le fera pas là, parce que je ne sais pas quelle ville est dessous, mais il ne serait pas content. Mais c'est l'équivalent de ça, vous m'avez bien compris.
Chaque mètre carré en Europe reçoit en moyenne 1 mégawattheure d'énergie par an. 1 mégawattheure, c'est-à-dire 1000 kilowattheures, 1 mètre carré. C'est pas rien, le soleil nous envoie énormément d'énergie. Et l'équivalent de ce qu'il faudrait, c'est 5000 km², qui peut paraître beaucoup, mais qui correspond à un cercle de 40 km de rayon. C'est mon cercle là, en tenant compte évidemment du rendement des cellules photovoltaïques. Ce qu'il faut savoir, c'est que mes 5000 km², il faut les comparer avec la surface déjà équipée par des villes, par des autoroutes, par des parkings, par des usines en France. En France, il y a 30 000 km² qui est déjà du territoire qui sont déjà occupés. Donc 5000 km², c'est rien d'autre qu'une fraction que ça. Et si cette fraction, vous la mettez là où c'est déjà occupé, ben vous n'avez pas d'emprise sur le territoire plus que ce qui existe déjà. C'est juste pour donner, je n'irai pas dire que le photovoltaïque est une panacée et que c'est la seule façon de résoudre notre problème énergétique. Mais je veux juste que vous ayez gardé en idée que c'est la seule énergie renouvelable, enfin renouvelable à l'échelle de quelques milliards d'années, mais bon, on va dire que ça suffit pour le problème qui nous intéresse aujourd'hui, renouvelable qui permet de générer en quantité l'énergie dont nous avons besoin. Voilà, c'est pas compliqué, c'est la seule. Et ça demande beaucoup de travail pour y arriver. Voilà, puis alors il y a un travail architectural, je dirais, c'est qu'on ne veut pas ça. Voilà. Alors ça, voilà, on ne veut pas ça, c'est-à-dire ça c'est une maison en Bavière, hein, pour les gens qui ont voyagé dans le sud de l'Allemagne. Il y a eu un énorme effort d'équipement photovoltaïque, alors vous avez des maisons comme ça. Bon, c'est pas terrible, on préférait des choses plus jolies, je vais vous en montrer d'autres. Alors ça, c'est l'évolution du prix du panneau photovoltaïque. Alors c'est très intéressant, je pourrais y passer, j'ai une conférence sur le photovoltaïque, mais on peut y passer beaucoup de temps. Ben, vous voyez quand même que ça valait 7 $ le watt-peak, c'est-à-dire le watt-peak, c'est la mesure du panneau, il produit un watt, combien ça coûte pour produire un watt dans des conditions normalisées, ça s'appelle watt-peak. 7 $, et maintenant, alors on n'est même plus là, on est plus bas, là j'ai vu que ma courbe était là, mais elle est plus basse, on est à 0,6 $ du watt-peak. C'est-à-dire on a gagné un facteur 10 en 30 ans. Et surtout, on a gagné ces derniers. Alors, c'est remonté, ça, c'est parce que c'est le boom du photovoltaïque qui a fait monter les prix. Donc, c'est remonté pendant un certain temps. Ça s'est cassé. Alors, ça a donné des tas de problèmes industriels, des ruines, des sociétés ruinées, etc. Mais bon, peu importe. Ça, c'est l'histoire du photovoltaïque. Mais enfin, le fait est que le prix aujourd'hui, il est passé à 0,6 $ du pic, du watt peak, ce qui est 10 fois moins cher qu'il y a 50 ans, qu'il y a 30 ans. Alors, maintenant, au niveau esthétique, ça, on ne veut pas ça. On ne veut pas ça, c'est-à-dire... Alors, pourquoi j'ai mis un satellite? Parce que c'est un clin d'œil au fait que l'énergie photovoltaïque a été inventée. Elle n'a pas été inventée, elle est découverte par Becquerel. Alors, Becquerel, le grand-père du Becquerel qui a eu le prix Nobel pour la radioactivité. Elle a été découverte par Becquerel. Becquerel, je ne crois pas que ce soit un ingénieur des ponts, si, peut-être. Bon, bah alors, zut, ça, j'aurais pas dû louper ça. J'aurais dû me renseigner avant et être sûr. Ça aurait mieux fait. Ça aurait fait... Bon, alors, donc, Becquerel, un de vos prédécesseurs, enfin, celui qui a découvert la radioactivité, son grand-père, je ne suis pas sûr qu'il soit ingénieur des ponts. Il faudra aller vérifier. Enfin, toujours est-il qu'il a été découvert par Becquerel, mais il a été fabriqué, les premiers cellules photovoltaïques industrielles, si on peut dire, ont été fabriquées par les ingénieurs de Bell Lab, au départ pour alimenter les relais de téléphone aux États-Unis quand il n'y avait pas d'électricité partout, et ensuite surtout pour les premiers satellites dans les années 50, Vanguard, qui a été le premier satellite équipé de panneaux photovoltaïques pour amener de l'énergie. Bon, enfin bref, ce que je veux dire, c'est que votre toit de la maison, vous ne voulez pas que ça ressemble à un satellite, donc ça, c'est pas terrible. Alors je vous montre quelque chose de mieux, qui est une église en Alsace, qui a été équipée de toits photovoltaïques, église classée. Donc vous voyez, on peut même mettre des toits photovoltaïques, et c'est assez joli, sur des bâtiments non seulement anciens, mais classés, ce qui fait qu'on peut faire des choses esthétiques avec du photovoltaïque. Voilà. Alors quand on met tout ça ensemble, on arrive à faire ce qu'on appelle le bâtiment à énergie positive, c'est-à-dire un bâtiment qui produit plus d'énergie qu'il n'en consomme. Alors c'est le cas de ce bâtiment rangé qu'on a construit, une maison, voilà, elle consomme environ 60, et elle produit environ 60 et elle consomme environ 40. Donc ça c'est très très bien. Mais peut-être on peut garder ça pour le débat. Je veux bien qu'on discute du bâtiment à énergie positive pour le futur et de tout ce que ça a comme conséquence, parce que si on peut le faire, je suis persuadé qu'on ne le fera pas, et on peut en discuter, si vous voulez, après. Alors je reviens au confort, pour introduire la dernière révolution qui est en train de se passer. Et ce confort,
c'est quoi? D'abord, il n'y est pas dans la liste, mais il est très important, c'est l'esthétique. Vous êtes confortablement installé dans une pièce parce qu'elle est belle, vous vous y sentez bien parce qu'elle est jolie, que ce soit pour travailler ou pour vivre. Mais ensuite, vous avez tout un tas d'autres conforts, le confort thermique, le confort acoustique, la qualité de l'air, évidemment le confort lumineux, la gestion de la lumière. Et ce confort aujourd'hui, alors mettez-vous dans la place où vous êtes, c'est-à-dire un consommateur d'un bâtiment. Et puis vous voulez acheter par exemple un appartement à Paris, non, ça vous faudra attendre un peu parce que vous n'êtes pas assez riche, donc peut-être un jour vous serez riche, vous pourrez vous acheter un appartement à Paris. Mais bon, allez, un appartement à Marne-la-Vallée, c'est beaucoup plus excitant. Donc vous achetez un appartement à Marne-la-Vallée, et là, vous rentrez dans l'appartement. Et vous vous posez la question, cet appartement, je vous l'ai dit, il est fait pour que vous y soyez confortable. Quel est le seul confort que vous jugez quand vous rentrez? C'est l'esthétique. Le reste, la thermique, la lumière, un peu, mais vous ne savez pas. Et donc, il y a un énorme besoin aujourd'hui de relier ces notions de confort que vous apprendrez à découvrir quand vous y habiterez et y vivrez, mais il vous faudra du temps, de pouvoir les estimer et les mesurer de la même façon que vous mesurez avec votre œil et que vous jugez avec votre œil l'esthétique de la pièce. Donc, il y a un enjeu. Et l'enjeu, c'est le digital. Alors, pourquoi le digital, là comme ailleurs, va peut-être révolutionner ce monde de l'habitat? Eh bien parce que cet appareil, qui est un téléphone portable que vous avez tous dans votre poche, et au miracle, aucun n'a sonné pendant ma conférence, ce qui est très bien. En fait, qu'est-ce que c'est? C'est ça. C'est une centrale de mesure. C'est une centrale interactive et connectée de mesure. C'est un appareil incroyablement sophistiqué. Et quand vous regardez dans cet appareil portable, qu'est-ce qu'il a? Il a plein de capteurs. Il a ce capteur fantastique qui vous permet de remettre l'image là où il faut, dans la bonne direction quand vous tournez votre téléphone, un accéléromètre, qui est devenu tout petit. Il y a 30 ou 40 ans, un accéléromètre, ça tenait dans une boîte de 10 cm de côté. Là, c'est moins du millimètre. Et puis vous avez éventuellement une sonde de température, un appareil de détection de lumière, vous avez une caméra, vous avez un appareil de détection du son, un micro, possibilité d'enregistrer. Bref, votre téléphone portable, c'est une centrale de mesure. Et tout l'enjeu, en tout cas l'enjeu que nous développons à Saint-Gobain, c'est de relier les mesures de confort que nous pouvons faire et essayons de comprendre à des outils de mesure aussi simples que le téléphone portable. Et ça, c'est un enjeu qui font que vous, consommateurs, avec votre téléphone portable, quand vous rentrez dans votre appartement de Marne-la-Vallée, pour l'acheter, non seulement vous pouvez apprécier l'esthétique, mais vous pourriez éventuellement tester l'acoustique, tester la thermique, tester la qualité de l'air avec votre téléphone portable, ou lié de façon simple avec votre téléphone portable. Et ça peut être une révolution dans le monde du bâtiment, parce que ça permettra d'amener des solutions que vous voudrez, vous, comme consommateur, au lieu de pousser des solutions à travers la réglementation ou à travers les acteurs actuels du marché. Mais c'est un autre débat, et si vous voulez, on peut en parler. Voilà, alors nous essayons de faire des choses comme ça, qui permettent de faire ce genre de choses. Alors maintenant, pour finir, je vais vous raconter pourquoi je vous ai montré des photos de l'habitat du passé. Alors, évidemment, le lien, quelques-uns d'entre vous, si ce n'est tous, vous l'avez compris, c'est l'énergie. Dans le passé, nos ancêtres n'avaient pas accès à l'énergie. Donc il fallait bien qu'ils puissent construire des habitats confortables, le plus confortable possible, sans avoir cet apport monstrueux d'énergie que nous avons amené ensuite. Donc il fallait bien qu'ils trouvent des solutions pour vivre dans des endroits confortables sans énergie. Et évidemment, l'habitat du futur, vous l'avez compris, c'est aussi un habitat qui, cette fois de façon volontaire, ne consommera pas d'énergie. Donc le point commun entre l'habitat du passé et l'habitat du futur, c'est que dans les deux cas, ce sont des habitats dont des solutions techniques doivent amener à ne pas consommer d'énergie. Et au miracle, les solutions sont à peu près les mêmes. Les maisons troglodytes, que l'on trouve dans des endroits qui étaient ce qu'on appelle fortement continentaux, très froid en hiver, très chaud en été. Le Périgord en France, moins 30 pendant l'hiver, plus 40 pendant l'été. À cette époque-là, ça a un peu changé. Mais enfin, il fait quand même froid en hiver et chaud en été. Eh bien, qu'est-ce qu'on utilisait? L'inertie
du sol, l'inertie de la montagne, parce que c'était mieux de vivre dans une caverne à 15 degrés toute l'année que de passer de moins 40 à plus 40 entre l'hiver et l'été. Donc c'est équivalent au puits climatique que je vous ai décrit rapidement tout à l'heure. Voilà un exemple. Alors bon, là évidemment, voilà une maison qui a beaucoup d'inertie. Évidemment, il faut trouver les cailloux pour la construire, mais enfin voilà, c'est quand même pas mal ça. Voilà un exemple moderne. Bon, ça c'est un architecte suisse qui a recréé un habitat troglodyte, avec évidemment enterré en quelque sorte, qui profite de l'inertie du sol. Ces maisons qu'on continue à utiliser en Afrique, faites en terre crue, en argile, eh bien ce sont des exemples de maisons à transition de phase. Voilà, quelque chose qui paraît bizarre, très sophistiqué, etc. Ben non, les gens, ils y avaient pensé. Qu'est-ce qui se passe dans ce cas-là? C'est de l'argile, de la terre crue. Pendant la nuit, quand la température diminue, il y a de la rosée. Cette eau, même en Afrique, cette eau qui se condense pendant la nuit, elle est absorbée par l'argile. L'argile se gonfle de cette eau pendant la nuit. Et dans la journée, quand le soleil tape, cette eau s'évapore. En s'évaporant, il consomme de l'énergie, refroidit l'intérieur du bâtiment, et l'intérieur du bâtiment est plus frais à cause de ça qu'il ne le serait évidemment s'il n'y avait pas eu ce phénomène de transition de phase, absorption d'eau et évaporation de l'eau entre la nuit et le jour. Voilà, c'est équivalent à ces matériaux de transition de phase dont je vous ai parlé. Voilà des exemples modernes de bâtiments en terre crue. Ah, l'igloo. Alors l'igloo, c'est le plus bel exemple d'habitat passif qui soit. Vous allez tous être d'accord avec moi pour dire que personne n'amène un radiateur électrique dans un igloo. Donc par définition, c'est un habitat passif. Un habitat passif, c'est un habitat où vous vivez sans ramener de l'énergie pour le chauffage. Voilà, donc c'est bien un exemple d'habitat passif. Alors comment ça marche? Alors vous allez être aussi d'accord avec moi pour me dire qu'on n'est pas dans un climat, quand on construit des igloos, on n'est pas dans un climat sympathique. C'est des climats extrêmes, extrêmement froids dans le cas présent. Alors d'abord, il faut trouver un isolant. Alors l'isolant, superbe, vous l'avez sous la main, de l'air immobile dans des grands blocs, c'est des blocs de neige. Vous construisez en neige, pas en glace bien évidemment, un igloo avec ce matériau léger, plein d'air, qui vous permet de vous isoler l'intérieur de l'extérieur. Ça, c'est le premier point. Mais ça ne suffit pas. Ça ne suffit pas parce que même si c'est isolé, comme vous n'amenez pas beaucoup de chauffage, ça ne va pas très loin. Alors comment ça marche? Alors d'abord, cet isolant, pour qu'il fonctionne, il faut que ce soit de l'air, et j'ai toujours précisé, de l'air immobile. Pourquoi immobile? Parce que si l'air passe à travers cet isolant, lorsqu'il y a du vent, et dans ces pays-là, évidemment, il y a beaucoup de vent, il y a du blizzard, si vous déplacez cet air immobile qui ne sert plus d'isolant, et vous faites évidemment chuter la capacité d'isolation du matériau poreux. Et c'est ce qu'il y a avec la neige. La neige, si vous mettez du vent, le vent va s'infiltrer à travers la neige et vous allez perdre la capacité d'isolation de la neige. Alors qu'est-ce qu'on fait dans un matériau moderne pour empêcher ça? On met une membrane à l'intérieur pour empêcher l'air de circuler. Donc vous mettez l'isolant, puis vous mettez une membrane à l'intérieur, ce qui empêche l'air de traverser. C'est tout bête. Alors comment ça marche dans un igloo? Alors dans un igloo, ce qui se passe, c'est fantastique. C'est que vous rentrez, alors c'est très important d'aller dans un igloo qui a fonctionné. Parce que l'igloo, ça se rôde comme une voiture dans le temps. Un igloo qui fonctionne, il faut qu'il soit rodé. Pourquoi? Parce que vous rentrez à l'intérieur de l'igloo et vous dégagez une certaine chaleur. Cette chaleur fait fondre la neige qui est à l'intérieur de l'igloo. Mais cette neige fondue, qui est de l'eau, est en contact avec de la neige froide. Donc elle se resolidifie sous forme de glace. Et en fait, un igloo qui a fonctionné, il a une mince pellicule de glace à l'intérieur qui fait en fait une membrane qui empêche l'air de passer à travers. Donc non seulement vous avez le matériau isolant, mais vous avez fait fabriquer la membrane. Donc c'est équivalent, voilà, à un matériau moderne isolant avec une membrane à l'intérieur. Mais ce n'est pas encore pas fini. Alors, généralement, je pose cette question, et selon l'endroit où je suis, j'ai des réponses différentes. Alors, quand je fais ma conférence à Stockholm, j'ai environ 30 à 40% de la salle qui répond oui. Quand je fais ma conférence à Bombay, j'ai beaucoup moins de réponses positives. Donc, qui a été déjà dans un igloo? Bon, alors je crois que je suis plus près de Stockholm que de Bombay ici. Hein. Je ne sais pas ce que ça veut dire, mais bon. Voilà, très bien. Alors, il faut que vous soyez quelques-uns à me répondre. Comme il y en a beaucoup, on va essayer de faire les choses simples. Alors, un vrai igloo, hein, pas le bar à glace de Porte d'Aubervilliers, hein, ça ne marche pas. Un vrai igloo. Hein.
Bon, et en plus un igloo, comme je vous l'ai dit, qui fonctionne, pas pour les touristes. Quelle est la température que vous avez ressentie? Est-ce que vous étiez à moins 40, à 0 ou à 15 degrés? On va faire ça. C'est-à-dire, quelle est la température que vous avez ressentie à l'intérieur de l'igloo? Est-ce que c'était la température extérieure? Est-ce que c'était juste 0 degré? Ou est-ce que c'était plus que 0 degré? On va le dire comme ça. Alors, on va faire vite une qualité. Qui a ressenti moins 40 ou la température extérieure? Bon, personne, c'est normal, ou alors là, ça aurait été pas bien. 0 degré pile. Plus que 0 degré. Bon, très bien, vous avez tous ressenti plus de 0 degré. Alors, comment vous avez pu ressentir plus de 0 degré et que l'igloo, il ne fonde pas? Petit problème de physique. En fait, ce qui se passe dans un igloo, c'est que c'est vous l'élément chauffant. Alors, en plus, dans votre cas, si je faisais une photo infrarouge de la salle, j'espère que je verrais plein de cerveaux tout rouges, très chauds, etc. Enfin, il faut espérer, sinon on s'est trompé au concours d'admission, mais on peut toujours rectifier avec ce test, mais je ne suis pas sûr que vous seriez d'accord. Bon, alors admettons que vous émettiez de la chaleur, ce que vous faites. Votre peau est à environ à 35 degrés. Hein. Donc si je fais une photo infrarouge, pour la partie visible de votre corps, 35 degrés. Donc vous émettez un rayonnement infrarouge qui correspond aux 35 degrés. Ce rayonnement infrarouge, il va sur les parois de l'igloo. L'igloo, il a une forme sphérique, et vous, vous êtes au centre, ou pas loin du centre, par définition, vu la forme. Et en plus de ça, alors là, ça c'est une colle, ceux qui ne savent pas répondre, vous perdez votre année. Pourquoi l'igloo est blanc? Vous savez pourquoi l'igloo est blanc? Il faut parler fort parce que je suis sourd. Je n'entends pas. Bon. Il est blanc parce qu'il diffuse la lumière, comme les nuages. Hein? Fondamentalement, l'igloo est blanc parce qu'il diffuse la lumière comme les nuages. Donc et y compris la lumière infrarouge. Donc cette radiation infrarouge que vous envoyez sur les parois de l'igloo, elle rediffuse dans tout l'igloo sous la forme d'un rayonnement infrarouge à 35 degrés. Et quand il revient vers vous, il vous chauffe. Donc vous êtes le propre élément radiant chauffant de votre... Et l'impression que vous avez, ce n'est pas une impression de 0, c'est une impression de entre 5 et 15 degrés selon la façon dont ça se passe. Parce que vous êtes l'élément chauffant. Alors évidemment, il faut manger beaucoup d'huile de phoque, parce qu'évidemment, comme c'est vous l'élément chauffant, il faut l'alimenter. Donc vous voyez que l'igloo est exactement l'exemple absolument parfait d'un habitat passif, où finalement, au bout du compte, vous arrivez à vivre à peu près confortablement. Et quand vous voyez d'ailleurs les films d'Esquimaux, il y en a absolument un magnifique tourné dans les années 20 par un explorateur, vous voyez qu'ils se mettent certes une couverture au-dessus de peau de phoque, mais c'est pas monstrueux. Vous vivez dans l'igloo, ils se déshabillent quand vous rentrez. Les Esquimaux se déshabillent quand ils rentrent dans l'igloo. Ils ne vivent pas de la même façon à l'intérieur et à l'extérieur. Et c'est bien à cause de tout ça. Voilà. Donc, et ça, c'est évidemment équivalent à mon vitrage bas émissif dont j'ai décrit les propriétés pendant la conférence. Voilà, et vous voyez, celui-là, il a compris. Alors, on ne sait pas si ce qu'il veut, c'est rentrer dans l'igloo pour être confortable ou de manger ce qu'il y a à l'intérieur, mais l'histoire le dira. Voilà des exemples modernes. Alors, c'est des très mauvais exemples, parce que là, c'est de la glace d'igloo moderne. Voilà. Alors, mon dernier exemple, il est intéressant. Ça, c'est une photo que j'ai prise dans l'Arizona. Vous avez un panneau blanc qui est d'époque. Hein, c'était des habitats troglodytes et construits près des parois. Et il y avait ce panneau blanc sur la paroi. Alors, j'ai discuté avec le ranger, etc., qui m'a expliqué qu'en fait, ce panneau, il datait de l'époque des maisons troglodytes, qui étaient maintenant en ruine. Hein, elle est tombée en ruine. Et que cette maison, en fait, elle avait une fenêtre du côté de la paroi, de la montagne, à l'arrière. Et qu'en fait, le panneau blanc, c'était lorsque le soleil arrivait en face, il se réfléchissait sur la partie blanche ou plus claire de la paroi, rentrait par la fenêtre pour éclairer le fond de la maison. Vous voyez, le daylighting, ça ne date pas des architectes modernes. Voilà, c'est un exemple moderne d'une piscine qui est ici comme ici, éclairée par des dispositifs qui sont sur le toit et qui récupèrent la lumière pour l'amener à l'intérieur de la piscine. Voilà, et puis d'ailleurs au passage, voilà un habitat du futur, voilà ce que imaginent les astronautes pour une station sur... Vous avez imaginé les astronautes pour une station sur la Lune, donc vous voyez qu'on n'a pas fait beaucoup de progrès. Alors, 2 mots sur Saint-Gobain, et après j'aurai fini. Alors, Saint-Gobain, on a la chance cette année, qui est une année exceptionnelle, de fêter nos 350 ans. Saint-Gobain existe depuis 350 ans, il a été créé par Louis XIV et Colbert, comme manufacture royale des glaces, il y a en octobre, le décret, enfin ce qu'on appelle la lettre patente, date de octobre 1665. Donc, entreprise historique.
qui a évidemment une longue histoire. Je ne vais pas vous en parler, c'est trop long. C'est magnifique, une magnifique histoire avec plein d'anecdotes rigolotes. Bon, enfin, on est en 2015, on parle de 1665, 350 ans d'existence. On est plus vieux que l'école des ponts. Hein. Même si l'école des ponts est déjà très vieille, on est quand même plus vieux que vous. Voilà. Et alors, c'est juste pour faire un peu de publicité, nous avons fabriqué des pavillons qui illustrent ces différents conforts dont je vous ai parlé. Et ces pavillons, ils ont fait le tour du monde. On les a inaugurés en Chine au mois de janvier dernier. Ils sont ensuite allés à Sao Paulo, à Philadelphie, et ils reviennent en France pour le mois d'octobre. Évidemment, ce n'est pas un hasard, pour qu'on fête, et ils seront situés place de la Concorde, et ouverts au public. Donc si vous avez l'occasion, pendant les dernières semaines, je crois que c'est 3 semaines à la fin du mois d'octobre, pendant les dernières semaines du mois d'octobre, de vous retrouver place de la Concorde, ce qui n'est pas très loin, bien, vous pouvez voir ces pavillons, vous verrez ces pavillons, et ils représentent un petit peu quelques éléments que je vous ai racontés. Voilà, ça c'est l'inauguration en Chine, les pavillons qui étaient sur le Bund à Shanghai. Voilà, de nuit. Alors il faut les voir de jour et de nuit, parce que c'est pas pareil, et de nuit c'est assez spectaculaire. Voilà. Je vous remercie de votre attention et j'espère que j'ai pu vous faire passer quelques petits messages autour de tout ça. Merci beaucoup. Merci. Merci beaucoup Didier Roux pour ce panorama très riche qui nous aura, je pense, convaincu des enjeux très forts dans ce domaine. Des défis qui se posent en matière de recherche et de développement et qui mobilisent les compétences que vous allez développer dans le domaine des matériaux, de l'économie, de l'environnement. Voilà, donc merci encore. Alors nous avons un temps assez large pour le débat et donc je vous invite à poser vos questions à Didier Roux. Bonjour, j'ai 2 questions justement pour revenir sur la Chine. Est-ce que c'est pas compliqué pour une entreprise européenne de percer en Asie et en Chine? Et deuxième question, vous disiez que vous utilisez de l'argent pour vos produits en général, tout ce qui est aimant, argent, et vous parlez d'une pénurie pour les panneaux solaires. Est-ce que vous prenez en compte le fait que c'est pas aussi, les réserves ne sont pas infinies de ce point de vue-là et que c'est pas entièrement renouvelable? Oui. Oui. Alors, je vais répondre la première sur l'Asie et la Chine. Parce que l'Asie, c'est pas la Chine et la Chine, c'est pas l'Asie. La Chine est un élément important de l'Asie, mais si vous prenez en population, vous savez que l'Inde va dépasser prochainement en population la Chine. Et puis, comme je l'ai dit, vous avez l'Asie du Sud-Est, l'Indonésie, le Vietnam, le Laos, la Thaïlande, la Malaisie. Donc vous avez qui a une réservoir de population globale en Asie du Sud-Est qui est à peu près du même ordre de grandeur. Donc, est-ce que c'est facile ou pas de travailler en Chine pour une entreprise européenne? Les choses ont beaucoup changé. Dans le cas de Saint-Gobain, on est arrivé en Chine dans les années 80, donc il y a déjà une trentaine d'années. Au début, on a mis un bureau, puis on a commencé à travailler avec des entreprises chinoises. Alors, non, c'est pas facile. C'est pas facile pour des tas de raisons. Une partie des raisons, ça tient au passé, c'est que la Chine d'il y a 10 ans ou 15 ans était une Chine qui n'était pas toujours très respectueuse d'un certain nombre de règles internationales, y compris la règle des brevets, et ce qui fait que ça pose des problèmes. Mais la Chine est en train de changer à toute vitesse. Je prends l'exemple des brevets, qui est un exemple intéressant. Quand on a construit notre centre de recherche à Shanghai, nous avons un centre de recherche en Shanghai qui a été inauguré en 2006, je crois, donc il y a une petite dizaine d'années. La vision que nous avions, nous, entreprises occidentales, c'était qu'il ne fallait pas mettre de brevets en Chine parce qu'ils ne seraient pas défendus et qu'on aurait beaucoup de mal à faire respecter la propriété industrielle en Chine. Parce que c'était la vision de l'époque et ça l'était vraiment. En 10 ans, les choses ont complètement changé. Les Chinois ont mis en place des réglementations et les font appliquer. Aujourd'hui, ils se sont aperçus que ne pas respecter les brevets, c'était aussi un problème pour les entreprises chinoises. Donc, ils sont passés d'un mode où, clairement, le monde industriel chinois, le brevet, ça ne voulait rien dire, à un mode où c'est devenu un élément important de la construction de l'innovation et de la protection de l'innovation en Chine. Ce n'est pas encore parfait, mais il y a clairement un changement énorme. Après, il y a des problématiques concurrentielles, il y a des problématiques... Bon,
Mais moi, ce que je vois, c'est que notre centre de recherche, qui fait environ maintenant 250 personnes, c'est un centre de recherche où il n'y a quasiment que des Chinois. Bon, le patron est américain, indien d'origine. Avant, c'était un Allemand. Mais tout le reste des employés sont chinois. Et ce sont des jeunes extrêmement bien formés, qui sont incroyablement de bonne volonté, qui apprennent à toute vitesse. Et donc, contrairement à ce qu'on nous avait expliqué quand on a voulu s'installer, le turnover, c'est-à-dire la durée de vie du chercheur dans le centre de recherche, est à peu près comparable à ce qu'on a aux États-Unis ou en Europe. Il n'y a pas ce qu'on nous avait décrit, ils viennent 3 ans pour se former, puis après ils partent chez les concurrents. Pas du tout. Voilà. Donc ce que je veux dire, c'est qu'il ne faut pas avoir la vision d'une Chine décrite telle que les gens la voyaient il y a 10 ou 15 ans, parce que la vitesse à laquelle les choses changent est importante. Maintenant, la masse chinoise est tellement grande que le temps que tout ça se mette en mouvement, il faudra quand même du temps. Mais clairement, alors maintenant les autres pays. Alors les autres pays, nous par exemple en Inde, on est heureux comme tout. Ça se passe extrêmement bien. Alors on est aussi indien en Inde, hein, comme on est chinois en Chine, c'est-à-dire qu'on a très peu d'expatriés, je crois même en Inde on n'a quasiment pas, c'est que des Indiens. Mais alors on est hyper content de l'Inde, ça se passe très bien avec des équipes de très haut niveau. Je ne parle pas que de la recherche, je parle aussi du business. Et puis l'Asie du Sud-Est, alors là c'est un territoire nouveau, vierge, où il y a des tas de choses à faire et ça se passe aussi très bien. Donc ce que je veux dire c'est que l'Asie est quand même, grosso modo, dans ce que vous n'avez pas connu, que ma génération a un peu connu, mais c'est surtout la génération de mes parents qui l'ont connu, donc de vos grands-parents, c'est-à-dire l'équivalent de ce qu'on appelle en France les 30 glorieuses, hein, juste après la guerre, la croissance à toute vitesse de l'économie, qui ne se fait pas sans à-coups et sans difficulté, c'est ce que sont en train de vivre tous ces pays asiatiques. Il y a un dynamisme, une rapidité d'exécution, une vision du futur qui est très différente, évidemment, des pays comme l'Europe, qui sont matures, à la fois au niveau de notre histoire, mais aussi au niveau de notre économie. Voilà. Alors, sur la deuxième question qui a trait comme je l'ai dit, mais j'ai beaucoup insisté sur l'énergie, mais c'est vrai sur d'autres sources, c'est-à-dire sur le renouvellement ou la capacité d'épuisement des ressources utilisées. Alors je vais parler des panneaux photovoltaïques parce que c'est un cas où il y a énormément de fausses informations qui circulent. Alors la première grande fausse information qui circule, c'est le payback énergétique. Il faudrait plus de temps ou autant d'énergie pour construire un panneau photovoltaïque que ce que le panneau photovoltaïque produira dans ses 20 ans, disons, de vie. C'est complètement faux. Ça, c'était vrai à l'époque de la belle téléphone des années 50. Aujourd'hui, un panneau photovoltaïque consomme, pour le fabriquer, environ 1 à 2 ans, selon les technologies utilisées, de ce qu'il faut de ce qu'il produira comme électricité. Donc le payback énergétique d'un panneau photovoltaïque, c'est 1 ou 2 ans sur une durée de vie qui est au moins de 20 ans, mais en fait, dans la réalité, beaucoup plus que 20 ans. Donc ça, c'est le premier point. Alors après, le deuxième point, c'est l'utilisation de matières premières qui pourraient devenir rares et inaccessibles. Ce n'est pas le silicium. Vous savez tous que le silicium, c'est la silice, c'est l'élément le plus abondant sur la Terre. Il n'y a aucun problème de ressources de silicium, il faut de l'énergie pour le produire, c'est tout. Mais on revient aux problématiques énergie. Par contre, dans ce qu'on appelle les couches minces, donc les panneaux photovoltaïques qu'on est couches minces, vous utilisez un certain nombre de produits, par exemple l'indium, qui est un sous-produit de la fabrication du zinc et qui est en quantité limitée, même si on pourrait augmenter les quantités. Et comme vous savez, l'indium, le plus grand consommateur d'indium, ce sont les couches conductrices qu'il y a sur vos écrans de télévision ou sur vos écrans d'ordinateur, hein, ITO, donc où il y a de l'indium à l'intérieur, et qui consomment aujourd'hui des grandes quantités d'indium. Donc effectivement, si on regarde la consommation d'indium qu'il faut mettre dans un panneau photovoltaïque, et qu'on extrapole une production importante, on peut se retrouver avec. Mais c'est là où la recherche est importante. Aujourd'hui, il y a un dynamisme dans le photovoltaïque au niveau des laboratoires de recherche qui font que ces couches, alors je dis indium parce que l'un des couches minces les plus connues ou qui risquent de se développer de façon importante inclut de l'indium. Eh bien, les chercheurs des laboratoires ont déjà trouvé des couches minces équivalentes faites avec des matériaux comme le zinc ou le cuivre, c'est-à-dire des matériaux excessivement accessibles. Donc, les problématiques d'accès à la ressource qui peuvent se poser sur certaines filières industrielles, aujourd'hui, il y a un effort très important de passer de métaux dits nobles ou plus difficiles à trouver vers des métaux plus faciles à se procurer et en grande quantité. Et en plus, évidemment, les problématiques de recyclage
deviennent importantes. Et dans le cas de l'ITO, il y a des gens qui, de plus en plus, pensent récupérer l'ITO des écrans de télévision et d'affichage ordinateur pour pouvoir ensuite recycler cet indium qu'il y a à l'intérieur de l'ITO. Voilà. Mais ce sont les problématiques. C'est-à-dire que la question n'est pas de dire c'est possible, c'est de trouver les solutions économiquement accessibles et les mettre en œuvre. Donc c'est ça l'enjeu, mais aucun doute que sur des sujets comme ça, il y a plusieurs solutions possibles. D'autres questions? Vous avez bien précisé qu'il ne s'agissait pas de détruire Paris, mais on peut penser à d'autres villes en Europe ou ailleurs dans le monde qui ont des patrimoines architecturaux très forts et qui font partie de l'identité. Donc du coup, je me demandais quels résultats on espérait obtenir dans un rendement, dans une amélioration énergétique, typiquement des bâtiments à Paris, genre des immeubles haussmanniens, ou dans des villes donc avec des patrimoines qu'il faut conserver. Est-ce qu'on peut obtenir de bons résultats? Alors j'en ai parlé un peu quand j'ai abordé la problématique des isolants minces. Il est évident aujourd'hui que ces immeubles patrimoniaux passeront par des solutions qui impliquent des isolants minces parce que les solutions actuelles ne sont pas complètement satisfaisantes, ou même pas du tout satisfaisantes dans certains. Alors, le gain, il est à peu près le même que vous pouvez viser que sur une rénovation où, entre guillemets, vous êtes libre de faire ce que vous voulez. L'objectif, c'est de passer des 350 ou 400 kWh par mètre carré par an pour les immeubles les pires à 80, et pourquoi pas 50. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de raison de ne pas viser la même chose. Alors, on peut, pour des raisons réglementaires, etc., on n'est pas obligé de viser l'équivalent du neuf, mais on doit pouvoir s'en rapprocher. Il n'y a pas d'obstacle à le faire. Par contre, aujourd'hui, c'est vrai que quelqu'un qui veut rénover thermiquement son appartement haussmannien, il est face à des problématiques qui le découragent pour, entre guillemets, ce que moi je considère comme de bonnes raisons. Voilà. Mais, et c'est pour ça qu'il faut faire de l'innovation, amener des solutions qui commencent à exister. Mais on peut espérer aussi qu'on trouvera encore de meilleures solutions après-demain, parce que le jour où un marché existe, toute la recherche change d'allure. C'est un point important. On va prendre encore le photovoltaïque pour ça. Vous savez, vous avez tous été confrontés à ce débat recherche fondamentale, recherche appliquée, tirée par le marché ou les besoins économiques par rapport à des chercheurs qui font ce qu'ils veulent et moi j'ai été chercheur CNRS pendant 25 ans, donc j'étais payé à rien faire et c'était très bien comme ça. Enfin, en tout cas pour moi, c'était très bien. Bon. Donc dans cette problématique autour de ça, en fait, il y a une évolution naturelle qui se fait toujours. Des chercheurs qui travaillent sur les problématiques photovoltaïques au niveau fondamental, c'est-à-dire des semi-conducteurs, ce qu'on appelle régler le gap, augmenter le rendement du cristal, etc. Depuis, je dirais, le début et la découverte de l'effet photovoltaïque qui est à la base au XIXe siècle, puis de la première cellule photovoltaïque de Becquerel à la fin du XIXe siècle, plein de gens ont travaillé dessus. Plein de gens. Mais la technologie qui a été mise en œuvre, c'est le silicium. Pourquoi le silicium dans les années 50 ? Parce que c'était le seul matériau industriel semi-conducteur disponible. Ce n'est pas le meilleur matériau photovoltaïque, le silicium. C'était juste que dans les années 50, c'était le seul disponible, et je dirais aujourd'hui, en grande partie aussi. Par contre, dans les années, fin des années 90, début des années 2000, lorsque les gens ont compris et senti que le marché du photovoltaïque décollait, ça a donné un boost à la recherche fondamentale incroyable. Et aujourd'hui, vous avez un nombre de laboratoires qui travaillent sur cette même problématique qui a été multiplié, alors je n'ai pas les chiffres, mais je ne serais pas étonné que ce soit multiplié par 100. Et les solutions qui commencent à sortir des laboratoires sont incroyablement innovantes. De nouveau, il faudrait que je vous fasse la conférence sur le photovoltaïque, mais il y a plein de solutions aujourd'hui qui seront mises en œuvre dans 20 ans, dans 25 ans, dans 30 ans, mais qui sont des révolutions fondamentales par rapport à l'ancienne technologie qui est aujourd'hui dominante, qui est la technologie de silicium. Et donc, la capacité d'amélioration du photovoltaïque pour le futur, c'est qu'elle commence juste d'exister. Quasiment, on n'a rien fait ou très peu pendant 50 ans, et là, c'est en train de foisonner dans tous les sens.
Et donc, il est évident que dans 20 ou 30 ans, il y aura des solutions pour les panneaux photovoltaïques qui sont très différentes de celles qui sont aujourd'hui. Le silicium continuera à occuper une part de marché parce que c'est une technologie robuste et importante, mais on verra apparaître des solutions qu'on commence, les couches minces en particulier, mais d'autres qui vont apparaître et qui seront des révolutions. Donc, on est dans un domaine, comme chaque fois qu'on touche à l'électronique, où la capacité d'innovation est directement liée à l'intérêt du marché. Et ce n'est pas une problématique de chercheurs fondamentaux par rapport... C'est juste que, parce que le système est tiré par le marché et a un vrai intérêt, eh bien, naturellement, le monde même fondamental, qui travaille de façon voisine, s'y intéresse un peu plus. C'est naturel, mais c'est aussi naturel de ne pas être conduit complètement par une vision économique et applicative des recherches, y compris des recherches amont, et je suis un très fort partisan de défendre la liberté complète de la recherche fondamentale. Voilà. Alors, vous avez parlé des bâtiments à énergie positive sans être hyper enthousiaste. Ah oui, non, mais j'ai fait exprès pour vous poser la question, c'est pour ça. Du coup, oui, j'avais trop de choses à dire. C'est plus la mise en œuvre à l'échelle nationale qui vous poserait un problème. Oui, alors cette notion de bâtiment à énergie positive, et d'ailleurs vous en avez un exemple dans votre école, hein, sur le campus, elle est extrêmement attractive, évidemment. Elle est extrêmement, comme on dit en anglais, appealing. C'est-à-dire que on se dit, ah ouais, mais c'est super, construire un bâtiment qui produit plus d'énergie qu'il en consomme, quand on voit les chiffres que je vous donnais au début, c'est la solution. Sauf qu'en Europe, vous le ferez à 1% par an, donc, et comme vous ne démolirez pas les anciens, c'est même pas de dire que dans 100 ans, il faudra pour renouveler tous les bâtiments. Dans 100 ans, nous n'aurons pas renouvelé tous nos bâtiments. C'est évident. Alors, cette notion de bâtiment à énergie positive, elle est possible, techniquement. Vous prenez un terrain, vous construisez une maison, éventuellement un petit immeuble, vous pouvez, aujourd'hui, avec les technologies d'aujourd'hui, sans difficulté, fabriquer un bâtiment à énergie positive. Ce n'est pas un obstacle technique. Par contre, de là à dire, comme j'entends par certains politiques, qu'en 2020, tous les bâtiments construits en France seront à énergie positive, c'est du délire. C'est du délire. Proposé comme ça, vous allez voir que je vais nuancer tout de suite cette phrase. Mais proposé comme ça, c'est du délire. Prenons l'exemple d'une tour à la Défense. Vous construisez une tour à la Défense, vous ne pouvez pas. Pourquoi je dis ça? Parce que l'élément essentiel, c'est quand même le photovoltaïque, même si vous pouvez faire des chaudières biomasse, etc. Bon, enfin, il y a d'autres problèmes liés à ça. L'élément essentiel, c'est le photovoltaïque. Et construire une tour à la Défense avec assez de panneaux photovoltaïques pour l'alimenter en électricité, ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible tel quel. Par contre, il y a une notion beaucoup plus intéressante qui commence à émerger et qui va dans cette direction-là, c'est de construire des villes, des quartiers, y compris des bâtiments, où vous avez à générer en énergie renouvelable la même quantité d'énergie que vous consommez. Je vais vous donner un exemple. Aujourd'hui, la réglementation dans les villes, en général en France, oblige, quand vous construisez un immeuble d'habitation ou même pas d'habitation, à générer autant de places de parking qu'il faudra pour les gens qui occuperont l'immeuble. Voilà. Donc vous êtes obligé, quand vous construisez un immeuble dans une ville, en particulier à Paris, vous devez générer quelque part le nombre de places de parking dont ce bâtiment a besoin, de façon, parce qu'il y a une problématique des parkings en ville. Bon. Vous pourriez très bien avoir, non pas un bâtiment, mais une vision positive de la construction en général, en disant, chaque fois que vous construisez un bâtiment, vous devez générer en énergie renouvelable la même quantité d'énergie qu'il consomme. Et si vos panneaux photovoltaïques, il faut les mettre sur le supermarché d'à côté, c'est très bien. Le bâtiment lui-même, il ne sera pas à énergie positive, mais à l'échelle de la ville et du quartier, ça sera à énergie positive. Autrement dit, c'est stupide aujourd'hui de mettre des panneaux photovoltaïques de façon verticale sur un immeuble parce qu'ils perdent à peu près la moitié de leur rendement. Il vaut mieux les mettre à 20 degrés d'inclinaison sur le supermarché d'à côté et la fonction est la même et ça arrive. Donc vous voyez que si je dis le bâtiment à énergie positive n'est pas raisonnable en tant que notion, construire des bâtiments avec une vision de générer plus d'énergie que l'on en consomme, là c'est possible. Donc voilà, donc c'est après juste de passer du bâtiment au quartier ou du bâtiment à la ville. C'est un exercice que beaucoup de gens du domaine ont fait sans difficulté juste après cette notion. Il faut juste que les politiques comprennent qu'il faut arrêter de dire le bâtiment à énergie positive, mais parler beaucoup plus de générer des énergies renouvelables équivalentes à la consommation de ce que nous construisons. Et ça d'ailleurs, ça peut être vrai pour bien d'autres choses que le bâtiment. Autre question? Alors, il y en a là-bas. Bonjour. Bonjour.
les maisons que vous nous avez montrées donc, sont très très belles. Je pense pas accessibles à tous. Les photos Les photos, oui. Ah non, oui, bien sûr. Clairement pas. Bah, il y en a certaines où j'aimerais pas trop y habiter aussi. Hein, bon. C'est clair. Et là, on vient de parler de réduction de la consommation, donc aussi de réduction des frais. Tout ça, ça implique... Donc, mettez bien votre micro parce que je vous entends mal. La réduction de la consommation implique aussi une réduction des frais pour les usagers. Donc, entre ces maisons qui ont l'air très chères et les réductions, on se dit quel sera le rôle social de ces nouvelles habitations. Alors, je ne vais pas répondre directement à votre question, mais je vais aborder un problème beaucoup plus grave et qui est une de mes préoccupations fondamentales de ce monde. Et qui est, pour ceux qui s'y intéresseraient dans votre carrière, c'est-à-dire le monde de la construction, c'est vrai pour le génie civil, mais c'est encore plus vrai pour le bâtiment, mais c'est deux mondes qui souffrent de difficultés énormes. Alors, je vais être très violent. Alors quand je dis ça et que j'ai dans la salle des professionnels, en général, je me fais assassiner, mais j'aime bien me faire assassiner, donc c'est très bien. En général, je revis après un peu, ça me permet de recommencer. Mais alors quand j'ai des architectes, le pire, c'est les architectes. Alors là, ils ne peuvent pas me voir. Le monde du bâtiment souffre de deux mots, mais deux mots qui sont incroyablement terribles. Il ne sert pas son marché, il ne sert pas les besoins du client final, et il n'a fait quasiment aucun gain de productivité depuis des années. Alors, je vais donner des chiffres. Parce que je les ai repris récemment, parce qu'il faut que je fasse une présentation à tous les grands patrons de Saint-Gobain, là, et j'ai ressorti des chiffres voilà, qui illustrent ça. Alors, vous prenez, et ça c'est facile, hein, vous allez sur le web, courbe de productivité horaire, statistique de l'INSEE depuis 1950, accessible à tous. Ce qu'on appelle la productivité horaire, c'est ce que quelqu'un payé pendant une heure produit dans un secteur industriel donné. Secteur industriel, l'industrie, base 100 1950, 1600 aujourd'hui. La productivité horaire de l'industrie a été multipliée par 16 en 65 ans. Ça veut dire quoi? Ben, ça veut dire qu'une usine où il y avait 2500 personnes, il y en a 250, et ces 250, ils produisent quasiment 2 fois plus que ce qu'ils produisaient en 1950. Et ça, on le sait, on le voit. Nous, comme industriels, toutes nos usines, on sait très bien, les grandes usines qu'on avait dans les années 50, on a la chance d'exister depuis 1665, donc on a certaines usines qui ont des centaines d'années. Quand il y avait 2500 personnes en 1950, il n'y en a plus que 250, et ils produisent effectivement 2 fois plus qu'ils produisaient en 1950. Donc la productivité horaire, elle a été multipliée par 16 d'un point de vue économique en 65 ans. Monde de la construction, base 100 1950, pic en 2000 à 200, et ça diminue depuis 15 ans. C'est tombé à 180. C'est-à-dire que non seulement c'est un monde qui n'a gagné qu'un facteur 2 à peine de productivité quand l'industrie en gagnait 16, mais cette productivité, on est en train de la perdre depuis 15 ans en France. On regarde l'Europe, c'est pas très différent. Le UK, ils perdent un peu moins que la France, mais ils sont guère mieux. Et l'Europe, statistiquement, pareil, on est plutôt stable. La France, à un cas particulier, on perd de la productivité. Bon. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que, je vais être encore violent, aujourd'hui, c'est un marché qui fabrique plus cher et moins bien. Voilà. C'est un monde, alors je vois que mon ami Hervé Charru, qui est patron de la recherche du CSTB, après il va venir, il va m'engueuler un peu, mais je sais qu'il n'est pas si en désaccord que ça de moi. Mais c'est un monde qui, aujourd'hui, vous achetez une maison, vous la payez plus cher et c'est moins bien qu'il y a 30 ans ou 40 ans. Voilà, c'est ça ce que ça veut dire. Bon. Alors comme j'explique souvent, il y a deux marchés comme ça. Alors, le pire, c'est le bâtiment. Vous avez le marché de la santé, où là, c'est mieux, mais c'est plus cher. Et les gens de la santé n'ont pas compris qu'il fallait qu'ils fabriquent mieux, mais moins cher. Ils font mieux et plus cher. Et que vous voyez, regardez les courbes de dépenses de la santé des pays occidentaux. Ça monte exponentiellement. Donc on va dans le mur. Il faudra, à la santé, il faudra qu'on soit mieux soigné, mais moins cher. Pas mieux soigné et plus cher. Donc eux, ils n'ont pas compris tout. Mais alors le monde du bâtiment, c'est moins bien et plus cher. Alors lui, il n'a rien compris du tout. Voilà. Et donc ça, c'est un enjeu. Et ça, c'est un enjeu dont tous les acteurs sont conscients. Tous les acteurs sont conscients. Mais il ne faut pas le dire.
Il ne faut pas le dire, moi je le dis, mais il ne faut pas le dire, parce que quand on le dit, les pouvoirs publics vous tombent dessus en vous expliquant que c'est un réservoir fantastique de gens qui n'ont pas de diplôme, et donc il faut garder beaucoup de gens, donc peu de productivité, parce que si on se met à être productif dans le monde du bâtiment, ça va faire du chômage. Voilà. Donc, je suis désolé, hein, voilà. Donc, ça ne répond pas à votre question, mais ça y répond quand même. Demain, c'est dans 30 ans, demain pour le bâtiment, c'est dans 30 ans, il faut fabriquer mieux et moins cher. Mieux et moins cher. Pas moins bien et plus cher. Mieux et moins cher. Sinon, ça ne va pas. Alors c'est là où les architectes hurlent en expliquant que tout ce qu'ils font, c'est des œuvres d'art, uniques et fantastiques. Ce sont des prototypes et c'est normal que ce soit moins bien et c'est normal que ce soit plus cher. Enfin, moins bien, ils ne le disent pas. Enfin, bon. Voilà. Mais je ne suis pas pessimiste. Je pense qu'il va se passer dans le monde du bâtiment la même chose qui s'est passée dans toutes les chaînes de valeur qui étaient peu productives. Les chaînes de valeur peu productives, ce sont des chaînes de valeur incroyablement bonnes pour les acteurs externes qui utilisent le digital, les Google et autres. Qu'est-ce qu'ils cherchent? Ils cherchent une chaîne de valeur qui marche mal et ils amènent un service au client final et ils captent la valeur en se mettant entre le client final à qui ils amènent le service et qui ne paye pas, et les acteurs historiques de la chaîne qui payeront à la place du client. C'est ce qui s'est passé pour les hôtels, c'est ce qui s'est passé pour les taxis, et c'est ce qui se passera tôt ou tard, d'une façon ou d'une autre, pour le bâtiment, si ce monde-là ne bouge pas. Donc la seule façon de le faire bouger, c'est de lui faire peur. S'ils n'ont pas peur, on a l'impression que c'est l'artisan, pose son parpaing avec la colle, et ben il va à la même vitesse que dans les années 50, et donc la productivité est la même. Ben non, un jour, il faudra que ça change. Excusez-moi, je me laisse emporter là. Allons-y. Bonjour. Oui, bonjour. Vous avez parlé de l'augmentation de la population et de l'urbanisation, notamment en Asie. Qu'en est-il de l'Afrique? Est-ce qu'il y a des projets en cours? Plus fort, plus près là. Vous avez parlé de l'augmentation de la population et de l'urbanisation en Asie. Oui. Qu'en est-il de l'Afrique? Ah oui, non, 1000 fois raison. J'ai cité l'Asie parce que c'est en train de se passer maintenant. Mais le relais, dans quelques années, c'est commence à partir. J'ai oublié l'Afrique et vous avez tout à fait raison de me reprendre. L'Afrique est le réservoir de croissance à la fois en termes économiques et en termes de population qui est parti lui aussi. Il est parti, je dirais, en retard de 20 ans ou 30 ans par rapport à l'Asie, mais il est parti. Donc il ne faut pas s'arrêter à l'Asie, vous avez bien raison. L'Afrique est absolument le relais de croissance en population qui prendra le relais juste après l'Asie. Et une fois de plus, en Afrique, c'est parti. Alors, on part d'une base faible, mais quand vous voyez la croissance de certains pays africains au niveau économique, c'est un boom qui est équivalent à ce qui s'est passé en Asie il y a 20 ou 30 ans. Hein. Donc il n'y a aucun doute que l'Afrique, non seulement a tout son rôle à jouer, mais que c'est aussi le territoire... c'est même pas futur. On est au démarrage. L'Afrique démarre aujourd'hui. Alors, avec les problèmes qu'il y a, etc. Mais l'Afrique démarre, c'est évident. Et les problématiques climatiques, les problématiques environnementales et tout ce que j'ai dit sur le bâtiment s'appliquent bien évidemment en Afrique aussi. Et d'ailleurs, vous avez des villes en Afrique qui sont des villes à une croissance en termes de construction qui sont tout à fait phénoménales. Donc, vous avez tout à fait raison de me reprendre. Je ne voulais surtout pas oublier l'Afrique. L'Afrique est complètement inclue dans mon discours. Voilà, donc on va prendre la dernière question. Alors, voilà. La dernière, elle est la mieux placée parce que c'est au milieu, c'est parfaitement symétrique, en face de moi, au dernier rang. Bonjour. Bonjour, moi, mademoiselle. je voulais savoir s'il existait des fonds aujourd'hui d'aide, justement, pour les pays des Suds, vu que c'est là où il va y avoir le plus gros développement des villes dans les années à venir. Parce que parfois, la priorité économique n'est pas forcément... Oui. Alors, oui, bien sûr, il existe des tas de mécanismes. Alors, on parlait de l'Afrique, prenons l'Afrique, parce que c'est effectivement un territoire. Il existe des tas de mécanismes qui permettent de développer ça. Alors, je ne vais pas citer l'Afrique, parce que finalement, il y a deux exemples intéressants dans ce que vous dites. Ces deux grands pays qui sont face à une véritable problématique de changement d'habitat d'une fraction importante de leur population. Je parle du Brésil et de l'Inde. Vous savez, pour ceux qui ont voyagé, qu'au Brésil comme en Inde, vous avez ce qu'on appelle des bidonvilles, vous les appelez comme vous voulez, favelas, vous les appelez voilà, en Inde, etc. Vous avez des populations qui vivent
aux entourages des grandes villes pour récupérer des miettes, je dis des miettes parce que c'est vraiment ce qu'elles récupèrent, de la croissance économique des villes de leur pays. Et c'est une population très importante, en grande quantité, qui est urbanisée, mais dans des conditions à la fois de logement social et surtout sanitaire, qui sont déraisonnables. Même si, comme vous avez vu, les gens ont fait beaucoup de progrès, en particulier dans certaines favelas du Brésil, les choses ont évolué. Enfin, n'empêche que ce n'est pas raisonnable. Et donc ces pays ont mis en place des grands projets qui sont des projets de construction. Alors, la difficulté, c'est l'habitat qu'ils construisent. Ce sont en général des maisons, alors qu'il faudrait construire des immeubles. Les Indiens sont plus en avance que les Brésiliens sur ce sujet. Mais les Indiens sont face à un problème autrement plus important que les Brésiliens. Il faut construire des habitats pour ces gens-là. Et ces pays, très souvent avec des aides internationales, ont mis en place des très grands programmes de construction d'habitats, on va l'appeler populaires, ou d'habitats accessibles au niveau du coût, pour ces populations pauvres, mais qui sont en train d'évoluer avec le temps vers une population moyenne. Et donc ce sont des programmes monstrueux, au sens que les quantités de maisons construites, c'est les petits programmes, c'est 50 ou 100 000 maisons. Donc ce n'est pas des petites choses. Et ça se fait avec des aides, évidemment, internationales dans certains cas, mais de toute façon, ces pays sont confrontés à cette problématique. Et donc là aussi, il y a besoin d'innovation. Il y a besoin d'innovation pour des maisons ou des bâtiments peu chers, de bonne qualité quand même, qui offrent à ces populations une capacité d'évolution dans leur logement compatible avec la vie humaine, tout simplement, où ils ne vivent pas dans des conditions raisonnables. Voilà. Donc ce sont des très grands projets. Je cite l'Inde et le Brésil, mais l'Afrique est évidemment confrontée à ce type même de problématique, et tous les pays en voie de développement ont cette problématique. Voilà, je pense que François va nous dire que c'est fini. Voilà, je vais renouveler tous nos remerciements pour cette leçon inaugurale passionnante.